Dans ma formation, la littérature a joué un rôle important puisque je me suis orienté vers les lettres. D'abord en choisissant dans l'enseignement secondaire l'option littéraire, le bac philo, et ensuite en passant l'agrégation de lettres modernes. Donc je suis devenu professeur de français. J'ai enseigné la littérature assez brièvement au lycée technique de Beauvais, puis en fait à Berkeley, où j'étais visiting assistant professeur, comme on disait, pendant 1 an et demi, entre 1976 et 1978. Donc professionnellement, la littérature a été au cœur de ma vie. J'ai toujours lu des romans. Alors il est vrai que quand j'étais étudiant, le structuralisme battait son plein et avec lui l'idée qu'il n'y avait pas de hors-texte, que l'œuvre, en quelque sorte, sa structure, se suffisait à elle-même, ou quand on ouvrait le texte, c'était sur d'autres textes, l'intertextualité, disait-on. Et il m'a fallu un certain temps pour sortir de cette idéologie. Une idéologie d'ailleurs qui voyait une sorte de mouvement historique de sortie progressive de la mimésis, de la représentation. C'est ce que Jean Ricardou a formulé d'une manière que l'on a cru définitive, le passage de l'écriture d'une aventure à l'aventure de l'écriture. Voilà. Et je vivais dans cette atmosphère. Elle était étouffante. Et ce qui m'a aidé à en sortir, c'est d'abord la lecture de Kundera. Non seulement le Kundera romancier, mais le Kundera essayiste qui réfléchissait au roman, notamment dans son premier livre d'essai, L'art du roman, parce qu'il développe une toute autre idée de la modernité. Non pas la modernité qui aboutirait au nouveau roman, un roman, une œuvre quasiment fermée sur elle-même, mais une modernité qui serait, si on peut dire, l'accumulation des découvertes. Le roman comme élucidation de l'existence. Et chaque roman, chaque grand roman, va plus loin dans cette élucidation. Et il dit justement, la modernité, c'est avancer vers de nouvelles découvertes sur la route héritée. Non pas donc la répudiation de l'héritage, au contraire, on assume l'héritage et on essaye, sinon d'aller plus loin, du moins d'aller ailleurs. Donc, d'une certaine manière, cette réflexion sur le roman m'a réconcilié avec mon expérience de lecteur, dont j'étais, d'une certaine manière, séparé par l'enseignement que je recevais. Donc, ça a été pour moi un moment très important et à partir de là, j'ai pu en effet concevoir, non pas seulement éprouver un plaisir à lire des romans, mais concevoir cette lecture comme une sorte de travail d'investigation, une meilleure compréhension de moi-même et du monde. Et voilà pourquoi d'ailleurs je mets sur le même plan des romans comme ceux de Kundera ou de Roth et des œuvres philosophiques qui m'en apprennent davantage sur ce qu'il en est de l'être. C'est-à-dire, en effet, Heidegger, puisque je parle de l'être, mais aussi Lévinas et d'autres encore. Alors là, je ne suis pas sûr
de savoir vous répondre. Peut-être est-ce vrai, mais j'ai choisi ces auteurs parce que il me semblait pouvoir penser dans leur sillage. C'est un peu cela, si vous voulez. Donc, j'ai choisi Kundera, on va parler de lui, quand il parle de l'Europe, européen, celui qui a la nostalgie de l'Europe, ou quand il parle de l'humour comme une espèce de voilà, l'humour, l'éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguïté morale et l'homme dans sa profonde incapacité à juger les autres, l'humour, l'ivresse l'ivresse de la relativité des choses humaines, le plaisir étrange de la certitude qu'il n'y a pas de certitude. Cette phrase m'a frappé, mais en fonction de l'actualité. L'humour des humoristes naît de la certitude des humoristes professionnels, je veux dire, de la profonde conviction que l'on peut juger les autres. C'est cela, l'humour professionnel. C'est cela, l'humour de Guillaume Meurice, par exemple. Et donc, je me dis, on a perdu le sens de l'humour dans la manière de faire de l'humour aujourd'hui. Donc, voilà. Et quand je lis Lévinas, derrière le cogito, il y a bonjour, je me dis, voilà une définition très étrange, très paradoxale et très profonde de la civilité. Donc, ce sont plutôt les sujets qui m'ont amené à choisir ces auteurs. Y a-t-il une affinité entre eux? Peut-être, mais je pense que oui, mais je ne suis pas sûr d'être capable de la définir. En tout cas, ce n'est pas la raison de mon choix. Il y a longtemps déjà, celle qui allait devenir ma femme a dit comme ça, devant des amis, « Alain, il a 2 sujets, les juifs et l'amour. » C'était il y a d'assez nombreuses années, c'était assez bien vu. C'était assez bien vu. Donc ce serait peut-être mes 2 obsessions majeures. Mes 2 obsessions majeures. Alors, l'amour, oui, parce que ce sujet me hante. C'est une réflexion, en fait, que je mène depuis toujours, depuis le nouveau désordre amoureux avec Pascal Bruckner, jusqu'à Pêcheur de perles, en passant par la sagesse de l'amour. Et si l'amour durait? Voilà. Je suis toujours en quête de la connaissance de l'amour et de la connaissance par l'amour. Les Juifs, c'est pas de mon fait. C'est ça qui est très, très intéressant pour moi, parce que j'ai écrit Le Juif imaginaire pour faire le point avec moi-même. J'ai eu le sentiment, à un moment donné, de m'approprier une identité victimaire qui n'était pas la mienne. Et je me suis dit, c'est ce que j'ai de commun avec la plupart des Juifs de ma génération. Nous sommes nés après la guerre, nous avons été protégés par le traumatisme de la catastrophe elle-même. Donc nous vivions dans une relative sécurité. Donc ce cabotinage identitaire, j'ai voulu l'analyser parce qu'il concernait toute une partie de ma génération et ça allait même au-delà des Juifs. En 68, on a créé CRS-SS, Nouveau Fasciste, Nouvelle Résistance, donc on était également des résistants imaginaires. Nous vivions sous la tutelle de nos aïeux, qui étaient soit des héros, soit des victimes, et nous voulions d'une certaine manière être à la hauteur. Donc nous comblions le vide par la pantomime. Voilà. Mais quand j'ai terminé ce travail, je me dis, bon, bah, d'accord, j'ai dit ce que j'avais à dire. Restait la nécessité pour moi d'inventer une autre manière, plus authentique, d'être fidèle. Mais ça me concernait. Je dis, c'est fini. Pof. Quelques mois simplement après l'apparition de ce livre, apparaît le négationnisme, Forisson, qui s'exprime à la radio,
qui publie un article dans Le Monde, c'est-à-dire les chambres à gaz n'ont pas existé. C'est un mythe, en plus inventé par les sionistes. Et ceux qui relaient les thèses de Feurisson ne viennent pas de l'extrême droite, mais de l'ultra-gauche. Donc j'ai été évidemment incité à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit L'avenir d'une négation. Qu'est-ce qui se passe? L'avenir d'une négation, j'avais pas tout à fait tort. L'avenir d'une négation. Et de fil en aiguille, c'est-à-dire que cette question, à peine avais-je fini de la traiter, qu'elle me rattrapait. J'ai été rattrapé tout au long de mon existence par la question juive. Et maintenant, où en suis-je? Et maintenant? Et maintenant? C'est tout à fait stupéfiant. Je pouvais me dire, bon, ben voilà, soit j'ai écrit mon dernier livre et je me repose, soit je réfléchis éventuellement à un nouveau projet, peu importe. Mais voilà. Depuis la guerre à Gaza, Israël est l'objet d'attaques extrêmement virulentes et c'est considéré par une partie de l'opinion, notamment universitaire, Israël est considéré comme une entreprise coloniale et comme un État génocidaire. Et on le voit en France, avec ce qui se passe à Sciences Po ailleurs, un nouveau mai 68 menace de ressurgir autour de la haine d'Israël. En 68, nous étions tous des juifs allemands. Aujourd'hui, ils sont tous des résistants du Hamas. Qu'est-ce qui se passe à nouveau? Et c'est pas seulement la France, c'est tous les campus occidentaux, l'Amérique, les étudiants américains, de la côte est à la côte ouest, sont absolument déchaînés. Et d'un autre côté, je vais en Israël, et qu'est-ce que je vois? Un pays fracturé. En plus de ça, c'est-à-dire, j'y vais pour affirmer ma solidarité dans l'épreuve, mais immédiatement la question se pose, je suis solidaire, mais de quel Israël? De quel Israël? Parce que ce pays n'a même pas le réconfort de l'union sacrée, alors qu'il subit une menace existentielle. C'est vrai, les réservistes sont tous allés faire la guerre, malgré la puissance des manifestations contre la réforme judiciaire, mais l'union sacrée n'a pas duré, pays fracturé. Et même deux conceptions du judaïsme s'y opposent, pas simplement deux conceptions de la politique, mais deux manières d'être juif. Donc voilà, je suis totalement tiraillé entre le besoin qui est le mien de répondre à la violence de la gauche radicale et le choix que je me sens obligé de faire d'un Israël contre l'autre. Donc voilà, l'amour, Israël. Et puis évidemment, d'autres questions me hantent aujourd'hui, comme la transmission, la question de l'école. Bien sûr, j'ai été moi-même professeur dans le secondaire, j'ai été professeur à l'école polytechnique, et je sais, d'ailleurs Philippe Reynaud l'a dit à plusieurs reprises, la France s'est longtemps fait gloire de son système secondaire. Un enseignement secondaire. L'université, c'était ailleurs, c'était les États-Unis. Bon, on avait nos grandes écoles, mais justement, au détriment de l'université, on avait un enseignement secondaire que nous enviaient tous les autres pays. C'est complètement terminé, au nom d'une idée folle de l'égalité. Voilà. Au nom de l'égalité, voilà. Pas de sélection, l'excellence est sacrifiée à l'idéologie. Et le niveau s'effondre, et en plus, les coups de boutoir les plus durs sont infligés par la gauche. Ce qu'a dit jusqu'au bout Jacques Julliard. La gauche a trahi ses propres principes concernant la République, la laïcité, la transmission. Donc évidemment, ce thème m'est très cher, cette question me tourmente, et j'y reviens. Dans Pêcheurs de perles, j'ai abordé des sujets dont je n'avais jamais parlé explicitement, comme la mort, la fin de vie, voire la civilité ou l'humour, mais je suis revenu à la transmission. C'est un leitmotiv, oui, c'est une obsession. Je ne suis pas sûr de m'opposer à l'incertitude des temps. Je combats plutôt les certitudes, les stéréotypes de l'époque.
ces stéréotypes qui sont terribles, notamment concernant la question juive et Israël. On nous dit par exemple, encore il y a peu, Henri Leclerc sur France Inter, que c'est le cœur des populations étudiantes qui bat pour les Palestiniens. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, le sentiment, l'émotion est en fait préempté par l'idéologie. L'idéologie qui divise le monde en deux camps, qui met Israël dans le mauvais, qui fait même d'Israël, aujourd'hui, si vous voulez, l'incarnation ultime de l'impérialisme et du colonialisme occidental, blanc en quelque sorte. Et ce simplisme aveugle l'intelligence et dévoie le sentiment. Donc avec ces perles, entre autres, j'essaye de combattre, de dénoncer les stéréotypes sous lesquels nous vivons aujourd'hui. Voilà. Je m'en prends aux certitudes.